Paris, William T., c'était en janvier. C'est ce que dit le préfet. Avec des actions, il y a eu 300 à 600 policiers dans les rues à un moment donné, dans le nord-est de Paris, pour intervenir. De toute façon, ça devient rien y fait. Ça devient un épisode, ça devient quasiment une série Netflix. Vous avez une nouvelle saison chaque été, et puis après, vous avez une nouvelle saison. Sauf que ça ne ressemble pas du tout à Emily in Paris. Ça ressemble à Stalingrad et les habitants en souffrent. Moi, je pense que la priorité, de toute façon, c'est de définir des priorités dans l'ordre. C'est-à-dire, est-ce que ce qui est important, c'est les consommateurs de crack, ou ce qui est important, c'est la sécurité et le bien-être des riverains? Pendant trop longtemps, on a fait porter aux riverains la charge de ces personnes comme coût pour la société. Alors que moi, je pense que c'est le point inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire que si on définit la priorité, qui est la sécurité des riverains, la sécurité des enfants, et faire en sorte que leur quartier ne se transforme pas en poubelle humaine, et ben du coup, il faut faire exactement ce qu'a dit Georges Fenech, c'est-à-dire les interner de force. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites que la priorité, c'est pas une priorité sanitaire, c'est une priorité d'ordre public. Donc on oublie les salles de shoot. Et ben, qui ne fonctionnent pas. Vous oubliez toutes les salles de shoot. Ouais. Vous dites la priorité, c'est l'ordre public. Donc toutes les personnes qui sont là, vous arrêtez de les déplacer d'un point à un autre et vous les internez d'office. Et à partir de ce moment-là, au moins, vous assurez la première priorité qui est la sécurité des riverains. Ensuite, après, une fois qu'ils sont internés, et ben ensuite, après, les personnes peuvent être soignées. Il y a plusieurs possibilités. On peut créer des centres hospitaliers de façon rapide. Je crois que la région Île-de-France en avait proposé le financement. Et en tout cas, à partir de ce moment-là, vous pouvez permettre de régler le problème a posteriori. Mais je pense que pour ces personnes-là, ça prendra du temps. Mais par contre, est-ce que les habitants peuvent attendre des années supplémentaires et qu'on refasse une séquence dans 6 mois et encore une autre dans 1 an à un moment où on aura les Jeux Olympiques? Je pense que ce n'est pas ça le point essentiel. Et donc, une fois que vous faites ça, et bah, du coup, je pense que ce sera l'objectif. Pour bien comprendre la situation, les Jeux Olympiques, alors qu'est-ce qu'on ferait Je suis d'accord avec toi, mais Lionel en avait parlé. C'est un sujet qui date pas d'une année, c'est pas un sujet qui date de 6 mois. C'est un sujet qui est constant depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on a la même problématique et à chaque fois, on déplace le problème, que ce soit Porte de la Chapelle, tu as parlé des jardins d'EOL. Et en fait, à chaque fois, on déplace le problème. Moi, je pense qu'il faut un facteur de motivation, à la fois pour Anne Hidalgo et pour les pouvoirs publics. On sait qu'Emmanuel Macron est préoccupé par son image internationale qui est bien dégradée avec les derniers événements. On sait qu'Anne Hidalgo va faire face éventuellement à sa réélection en 2026. Donc si le seul moyen de les motiver, c'est les Jeux Olympiques, il faut le faire. Parce que de toute façon, idéologiquement, ils ne veulent pas le faire. On a à chaque fois le même sujet. Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est toujours la même affaire. Oui, mais donc du coup, les consommateurs de crack sont des victimes. Ils disent toujours la même chose. Et au final, on les déplace. Et au final, moi, je pense que les principales victimes, ce sont les habitants de ces quartiers-là. Mais de toute façon, tant qu'on ne prendra pas le sujet pris comme celui-là et qu'on ne considérera pas que les premières victimes sont les habitants, les enfants, qui voient leur quotidien dégradé, qui ont vu leur valeur, si par cas ils sont propriétaires, leur propriété vaut quasiment plus un clou maintenant. Pour revendre un endroit pareil, ça vaut quasiment plus rien. Et en plus, leur dégradation de leur bien-être, de leur sécurité, comme l'a dit la dame dans le reportage, les enfants qui ne peuvent plus sortir dehors. Je pense que c'est ça le point essentiel. Et une fois que vous prenez ce point essentiel-là, est-ce que pour autant Anne Hidalgo, Emmanuel Macron ou les gouvernements précédents ont bougé sous François Hollande ou c'est Emmanuel Macron? Non. Donc si par cas c'est les Jeux Olympiques qui peuvent les faire bouger et aider ses habitants, c'est le seul moyen qu'on a. Les Jeux Olympiques, et tout ceci est un cercle vicieux, William T., parce que tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura des dealers, mais tant qu'il y aura des dealers, il y aura des consommateurs aussi. On n'en sort pas. Oui, pendant très longtemps, on s'est concentré uniquement sur l'organisation, sur les trafics, etc. Je pense qu'il est temps de s'attaquer aux consommateurs. Parce que de toute façon, quand vous regardez, c'est un problème de société. C'est-à-dire que vous avez toute une génération qui va être emplie notamment de consommation de drogue, dans la mesure où la consommation de drogue augmente. En plus, ils vont être pris par TikTok, les réseaux sociaux, etc. Donc vous allez créer une génération d'abrutis. Et je pense que c'est ça le point essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez l'histoire des civilisations et comment se crée et chute un empire, ça ne coule pas en raison des points administratifs, ça coule en fonction de sa civilisation. Nous, on a beaucoup travaillé, par exemple, sur la question chinoise et, par exemple, sur le siècle de la honte de la Chine, qui était la première puissance mondiale et qui s'est écroulée à cause de la consommation de l'opium. Si par cas on veut devenir comme ça et devenir un pays sous-développé agricole, qu'on continue comme ça. Moi, je pense que, de toute façon, on devra s'attaquer aux consommateurs. Parce que de toute façon, si par cas les trafiquants n'ont pas de débouché commercial, ils arrêteront. Ce sont des personnes qui sont des acteurs économiques assez lucides. Donc moi, je pense qu'il faudra s'attaquer aux consommateurs de peut-être auront-ils d'autres alternatives. S'il n'y a plus la drogue, il peut y avoir d'autres trafics. Oui, mais déjà, vous arrêtez un problème à la fois de criminalité et également de santé publique. Parce que moi, je pense qu'on a ce volet-là qui est essentiel. Si par cas, vous avez une génération qui est emplie par la drogue, par les nouveaux loisirs, vous avez une civilisation qui va s'effondrer. Moi, je pense que c'est le premier élément. Le deuxième point, ensuite, une fois que vous attaquez aux consommateurs, donc à partir de ce qu'a proposé Darmanin, la contravention, etc., vous vous attaquez ensuite après aux trafiquants, qui de toute façon, il faut les démanteler. Et pour les démanteler, il faut faire un grand plan cohérent qui regroupe à la fois les services du ministère de l'Intérieur et également ceux de la justice pour faire comme ce qu'a fait les États-Unis avec les services de la mafia. Si on s'en prend... Vous avez à peu près 2 stratégies. La première stratégie, c'est celle de suivre Jean-Luc Mélenchon
en pensant qu'il est le nouveau François Mitterrand. C'est le choix qu'a fait Olivier Faure, c'est le choix qu'ont fait Europe Écologie Les Verts. Et ce serait supposé que Jean-Luc Mélenchon, à la fois, ait le talent littéraire et la stature de François Mitterrand, et qu'il ait ses capacités d'élargissement et d'habileté politique. L'autre tactique, et c'est ce que montre l'enseignement du sondage du Figaro Magazine, c'est qu'en fait, certains pensent que Jean-Luc Mélenchon est un nouveau repousseur électoral. C'est une sorte de Jean-Marie Le Pen d'extrême gauche, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez Jean-Luc Mélenchon, le type d'en face va gagner. C'est ce qui s'est passé dans les Le sondage, on le verra tout à l'heure, qui met le Rassemblement national en tête et Jean-Luc Mélenchon. En fait, quand vous regardez le sondage, est-ce que le sondage a une valeur prédictive et va dire ce qui va se passer dans 4 ans ? Non. Par contre, ça donne des tendances et des rapports de force. Ça veut dire que quand vous regardez le sondage, toute la NUPES et toute la gauche fait exactement le même score aujourd'hui, si l'élection avait lieu dimanche, exactement le même score qu'en avril 2022. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas gagné un seul point avec Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'avec tous les débats, tous les blocages à l'Assemblée nationale, le fait d'avoir transformé l'Assemblée nationale en fête de l'UMA ou en ZAD, etc., ça n'a pas marché. Et pourtant, vous avez un contexte... C'est beaucoup moins bien tenu qu'une fête de l'UMA. Et en plus, quand vous regardez tout ça, c'est-à-dire que tout le contexte est favorable. Vous avez un effondrement de Macron, vous avez un effondrement du gouvernement, tout ça dans un contexte social important qui, normalement, naturellement, favorise la gauche. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans tous les candidats de la NUPES, le seul qui fait un meilleur score qu'en avril 2022, c'est Fabien Roussel, celui qui est exactement anti-Mélenchon et anti-NUPES. Donc, c'est-à-dire que vous avez une grande partie de la gauche qui se dit est-ce qu'il faut se différencier de Mélenchon sur tout le fond ? Pas exactement, mais au moins sur la forme, il y a un débat qui peut être porté sur la stratégie, parce que Jean-Luc Mélenchon se coupe une grande partie de l'électorat de centre-gauche et du centre, qui sera orphelin dans la mesure où Emmanuel Macron ne sera pas candidat en 2027. Dans le sondage IFOP Le Figaro Magazine, il est crédité de 5% de voix. 5-6, mais donc il fait plus que la dernière fois, alors que Mélenchon baisse. Tout à fait. Est-ce des politiques, de la scène politique, William T. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'étonner d'avoir des violences dans les rues lorsque vous avez des députés qui se comportent comme des gamins de 5 ans. Tout simplement. Parce que quand vous regardez un député, quand vous êtes adolescent, vous dites que ces personnes-là doivent vous représenter. S'ils se comportent comme ça, vous dites qu'ils donnent un certain exemple vis-à-vis de certaines personnes. Et donc des personnes se permettent de plus en plus de choses, parce que vous avez des députés qui se permettent de plus en plus de choses. L'Assemblée nationale, c'est un lieu de représentation, et on a fait en sorte dans une démocratie de pouvoir d'avoir des débats dits civilisés. Et eux ont transformé et ont dénaturé l'essence même de la démocratie en le transformant en conflit dit ouvert. Alors que quand Jean-Luc Mélenchon s'inspire des révolutionnaires français, il devrait relire les livres de Rousseau, de Voltaire, etc., et de Montesquieu, qui expliquent pourquoi est-ce qu'on a construit l'Assemblée nationale, pourquoi est-ce qu'on a séparé les pouvoirs exécutifs et législatifs. Et ensuite, moi je pense qu'Yaël Braun-Pivet a raison de le faire et qu'elle aurait dû le faire bien plus tôt. Parce que malheureusement, les gens maintenant, il faut sanctionner immédiatement. C'est comme les problèmes que vous avez avec les problèmes de sécurité en France. Si vous ne sanctionnez pas immédiatement, les gens considèrent que ça devient un droit acquis. Et donc, ils ont transformé l'Assemblée nationale, je le répète, en ZAD et en fête de l'UMA. Et ils vont continuer à le faire parce qu'ils vont se dire, ils vont se mettre dans la place de victime maintenant. Moi, je pense qu'elle a fait bien trop tard. Et ils vont se dire à chaque fois, regardez, on est censuré par le pouvoir de l'Assemblée nationale, on est censuré par le pouvoir macroniste. Et ils ont fait une erreur stratégique majeure. Emmanuel Macron était censé incarner le parti de l'ordre. Et il devient petit à petit, à l'Assemblée nationale et dans les rues, le parti du désordre organisé. Dans quelques années, ce n'est jamais vraiment identique, ce n'est jamais vraiment respecté, d'ailleurs. On va sortir un document, c'est est-ce qu'elle peut gagner ou pas. Donc je vais vous donner les Alors, points. Il y a 4 raisons. Vous pouvez nous les donner en exclusivité. Il y a 4 raisons pour lesquelles Marine Le Pen monte. Au-delà des raisons habituelles qui ont déjà été données par les sondeurs, grand déclassement, etc. Le premier point, c'est la demande sociale qui a été émanée depuis la crise sanitaire et qui résulte d'une demande de protection qui a été résultée par la réforme des retraites. Et pourquoi est-ce que la réforme des retraites est beaucoup plus impopulaire que d'habitude ? Vous avez 40% de taux d'adhésion. Ça, c'est le premier point. Et comme la NUPES est en incapacité de faire émerger un modèle alternatif au modèle d'Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen qui en profite. Le deuxième point, c'est qu'Emmanuel Macron s'est effondré dans sa fonction de parti de l'ordre qu'il avait acquise depuis les Gilets jaunes. Au moment des Gilets jaunes, il avait incarné le parti de l'ordre. Et comme vous avez un désordre incarné par le gouvernement et par la NUPES, c'est forcément la troisième force qui la récupère. Le troisième point pour Marine Le Pen, c'est qu'en fait, les partis de gouvernement se sont effondrés. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron s'est effondré et les deux autres partis de gouvernement qui pouvaient incarner une alternance à Macron, PS et Républicains, se sont effondrés. Et vous avez un véritable point, en fait, sur ce point essentiel. C'est-à-dire que vraisemblablement, aujourd'hui, vu l'état dans lequel se retrouvent Darmanin, Le Maire et Bayrou, quand vous êtes associé avec Emmanuel Macron, vous allez emmener LREM vers la défaite. Et ça amène à la quatrième question, pourquoi est-ce que Marine Le Pen peut gagner ? Parce que si vous avez un effondrement des partis de gouvernement, Marine Le Pen se retrouve face à Jean-Luc Mélenchon, et dans tous ces cas de figure, elle gagne. Ce qui n'est pas certain par contre, si elle se retrouve face à un candidat dit normal, républicain, type Cazeneuve, Wauquiez, etc. Et ce qui va se passer dans quelques semaines, là c'est le cas avec cette statue qui fait partie de paysage depuis très très longtemps. Dans cette commune. C'est même pas une question d'entorse, c'est Georges le sait très bien. La loi de 1905 peut être interprétée par différentes manières. Tout dépend, et tout le but, c'est quelle utilisation le juge veut en faire. Et je pense qu'il y a un point essentiel qui a été soulevé par Judith Weintraub.
Pourquoi est-ce que le juge est incapable, au nom de la laïcité, d'interdire le burkini ? Mais comment ça se fait qu'il est capable d'enlever des statuts ? Et c'est là où on marche complètement sur la tête. C'est-à-dire que si par cas, ils veulent protéger véritablement la laïcité, vous l'appliquez à toutes les religions. Or, les juges, ce qu'ils font depuis des années, notamment le juge administratif, c'est qu'ils utilisent la laïcité pour déchristianiser la France, tout simplement, pour le transformer en giron républicain. Et c'est le but des révolutionnaires, et c'était le but de la loi de 1905. Le but de la loi de 1905, c'est pas d'assurer la séparation de l'Église et de l'État, c'est déchristianiser et réduire le poids de l'Église catholique sur la France. Et donc, en conséquence de ça, quand vous regardez le texte de loi, et notamment les débats parlementaires portés par Aristide Briand, et pourquoi est-ce que les républicains et les radicaux de gauche ont fait ça, c'est pour faire en sorte que l'Église catholique ait le moins de poids en France. Et donc réduire les édifices religieux, réduire la place de l'enseignement catholique, etc. Et si par cas ils font ça, normalement ils devraient faire de même avec toutes les religions. Seulement là vous avez un problème, si par cas vous avez un juge administratif qui fait exactement la même chose à l'égard du judaïsme, du bouddhisme et surtout de l'islam, il y aura une critique sur l'islamophobie. Et donc, du coup, le juge... Est-ce qu'il n'y a pas de figure représentative de l'islam ? Oui, mais ils peuvent le faire. Il n'y a pas de statut représentant le judaïsme ou l'islam dans les rues, sur une place. La France est un pays de tradition chrétienne. Mais pourquoi est-ce que tous les étés, vous n'avez pas un débat où vous dites le burkini, ce n'est pas un signe religieux, donc du coup, on ne peut pas l'interdire dans les piscines notamment. Il faut un règlement intérieur auquel à chaque fois les régions ou les conseils régionaux, ou les mairies doivent passer par des arrêtés complètement contournés pour essayer de les interdire. Et à chaque fois, vous avez un torse comme ça. Et donc le juge, qui est capable au nom de la loi de 1905, interdire certains lieux symboliques et certains signes symboliques de la religion catholique, est incapable de le faire à l'égard de certaines religions. Moi, je pense que c'est ça le point essentiel. Si par cas le juge veut appliquer la loi de laïcité, il faut le faire à l'égard de toutes les religions. Sinon, il faut être tolérant à l'égard de toutes les autres religions aussi. Ou alors le traiter au cas par cas, effectivement, en fonction peut-être de l'histoire aussi. Oui, mais cas par cas, ça veut dire que si vous faites la tradition depuis une quarantaine d'années et l'évolution de la jurisprudence administrative, ça veut dire qu'ils vont laisser développer certaines religions au détriment d'une autre. Un péril pour le gouvernement, bien sûr, s'entend. Moi, je pense que le risque, c'est d'arriver à mai 68. Je pense que c'est le pire drame pour eux. Parce qu'à la différence du général de Gaulle, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron, s'il dissout, il remporte une très grande majorité et qu'il y ait des manifestations pour sauver Emmanuel Macron, comme il y a eu des manifestations pour sauver le général de Gaulle. Je pense que c'est le point essentiel, c'est d'éviter une coalition des intérêts qui ne sont pas forcément sur les mêmes choses, mais en tout cas une coagulation des intérêts contre le pouvoir et que ça devienne non pas un débat sur la réforme des retraites, mais un débat sur la présence et le maintien d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Ça peut arriver, il ne faut pas l'exclure, dans la mesure où on est dans une impasse politique, parce qu'Emmanuel Macron ne peut pas dissoudre, un changement de Premier ministre ne peut pas changer la donne, et donc du coup, si par cas vous avez un blocage institutionnel, se pose la question du départ. Ensuite, après, je suis plus d'accord avec Judith Weintraub, il n'y a pas une seule catégorie de jeunesse, il y a des catégories de jeunesse. Est-ce que les mesures proposées par le gouvernement vont plaire à l'électorat des jeunes qui votent en faveur de Marine Le Pen pour un soutien matériel et utile à court terme? Oui, ils seront pour. Est-ce que c'est pour autant qu'ils vont soutenir Emmanuel Macron? Ce n'est pas sûr. Ensuite, après, vous avez une partie des jeunes qui sont complètement hostiles au pouvoir et de toute façon vont manifester contre le pouvoir, sont des professionnels de la manifestation, ils ont été là sur la réforme des retraites, ils ont été là nuit debout, ils ont été là peut-être pas pendant les Gilets jaunes, mais en tout cas sur les débats, des différents débats portant sur les ordonnances travail, et ils seront toujours là, qu'importe ce que fera le pouvoir, parce qu'ils sont hostiles au monde capitaliste. Je rappelle que 33% des 18-24